soit pour en extraire du pétrole, du gaz ou de l'eau, ou au contraire y stocker des choses, comme des déchets radioactifs ou du CO2, le comportement et la composition du sous-sol est un sujet extrêmement important, et pourtant peu connu. On va en partie remédier à ce problème avec cette vidéo. Super chaud, donc je suis désolé si je transpire un petit peu. Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Direction l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, où j'ai pu rencontrer Sophie Roman, maître de conférence au sein de l'université d'Orléans qui s'occupe du laboratoire de microfluidique. La science des sous-sols n'est pas vraiment mon truc, les cailloux c'est plus science de comptoir, mais je pense qu'elle m'en tiendra par rigueur. Allez voir sa chaîne, elle est très bien. En général, on pense que l'eau, le pétrole, le gaz ou autre, bref, les fluides, sont stockés dans le sous-sol dans des sortes de cavités, des lacs souterrains plus ou moins gros dans lesquels on aurait juste à pomper. En réalité, le sol est plus une éponge dans laquelle on peut trouver plusieurs fluides, car souvent on ne trouve pas juste de l'eau ou juste du pétrole. On peut trouver de l'eau avec du CO2, du pétrole avec du gaz et de l'eau, on parle d'état multiphasique. Les fluides vont influencer tout un tas de propriétés du sol. Circulation, colmatage, c'est-à-dire la capacité de certaines zones à se boucher, voire à devenir étanches, dissolution ou pas de certains minéraux, etc., etc. La couche géologique n'étant pas forcément uniforme, les fluides vont circuler plus ou moins facilement. Certains peuvent même rester piégés à certains endroits, être ralentis ou entraînent avec eux des éléments qui vont colmater petit à petit certaines couches. Bref, c'est un sacré bazar, et pour comprendre et maîtriser tout ça, une solution consiste à découper la complexité en sous-parties simples, en tirer des règles et assembler ces règles pour faire des simulations plus globales. Par simulation, j'entends plus des courbes ou éventuellement un petit peu de 3D simple. Le but n'est pas de recréer le sol de manière parfaite pour l'explorer en réalité virtuelle ou l'intégrer dans le métavers. Le métavers ? Mais si là, le truc virtuel qui sert à rien. Ouais, je sais, moi aussi j'ai failli l'oublier. Bref, pour mettre en équation le comportement des fluides dans le sol, il faut comprendre son comportement à l'échelle microscopique. Et ensuite, il faut en faire des simulations. Et pour ça, on utilise la microfluidique. La microfluidique est l'étude des écoulements à des échelles microscopiques. On parle de tubes, qu'on appelle des pores, de quelques micromètres de diamètre, comparables à un cheveu. À cette échelle, le comportement des gaz ou des liquides est complètement différent de l'échelle macroscopique. Et si les premières applications en microfluidique datent des années 70, c'est dans les années 90 que la discipline se développe vraiment, profitant du développement technologique de l'informatique. Bon, alors on va déjà commencer par le début, c'est quoi la microfluidique ? Il y en a qui parlent même de ça comme d'une véritable révolution technologique. Pour comprendre comment un fluide s'écoule dans une canalisation, par exemple, il faut s'intéresser au nombre de Reynolds, qui permet de connaître si un fluide s'écoule dans un état laminaire, donc le fluide s'écoule sans perturbation, ou dans un état turbulent, où là c'est le bazar. Si on prend une canalisation de verre avec de l'eau qui circule à faible vitesse, et qu'on injecte au centre de l'encre. Le filet d'encre circulera au milieu du tuyau, en ligne droite, sans se mélanger. On dit que l'écoulement est laminaire, mais en augmentant la vitesse de l'eau, on passera par une phase de transition où le filet sera déformé, puis un état perturbé où l'encre se mélange totalement à l'eau, c'est l'état turbulent. On peut aussi observer le passage de l'état laminaire à turbulent avec la fumée d'une bougie. En bas c'est laminaire, en haut turbulent. Le nombre de Reynolds permet de connaître l'état turbulent ou laminaire en fonction du diamètre du tuyau, la vitesse du fluide ainsi que sa densité et sa viscosité. Alors ici, je prends l'exemple d'un tuyau parce que c'est le plus simple à calculer, mais on peut le faire avec des formes plus complexes, comme une aile d'avion par exemple. Dans une canalisation, le liquide passe à un état turbulent entre 2000 et 4000. En dessous de cette valeur, le fluide est laminaire. Par exemple, si on prend un tuyau de 10 cm de diamètre avec de l'eau à 10 degrés circulant à 2 mètres par seconde, le nombre de Reynolds sera d'environ 152 000. C'est supérieur à 4000, donc le flux est turbulent. Par contre, si on fait passer de l'huile d'olive dans le tube à la même vitesse, le nombre de Reynolds tombe aux alentours des 2000. Le flux est laminaire. Et si on pompe du beurre de cacahuète, le chiffre tombe à 870. C'est encore plus laminaire. Avec ces calculs basiques, on remarque que plus le fluide est visqueux, plus le nombre de Reynolds est bas. Ça veut dire que quand le flux est laminaire, c'est principalement la viscosité du fluide qui prend le dessus par rapport à son inertie. Pourquoi j'ai sorti ce pot pour la vidéo ? J'ai faim maintenant. En flux laminaire, quand il y a un obstacle, la perturbation reste locale. Le reste du fluide ne se laisse pas perturber, il continue son chemin pépère. Plus le fluide est visqueux, moins il est perturbable. Ne me regarde pas comme ça, toi. Dans un flux turbulent, la moindre perturbation va entraîner d'autres perturbations par inertie. C'est un effet papillon, le fluide est emporté par lui-même. Il suffit qu'il y ait une légère différence de vitesse, une petite aspérité de rien du tout, et pouf, on a un effet de cascade qui entraîne un bordel monstre. Si on veut obtenir un flux laminaire avec de l'eau, on peut réduire la vitesse d'écoulement ou réduire le diamètre du tube. Par exemple, avec une vitesse de 2 mètres par seconde et de l'eau à 10 degrés, la canalisation devrait être aux alentours des 1,5 mm de diamètre pour passer en régime laminaire. Et si on réduit vraiment le tuyau à des échelles microscopiques, l'eau ne peut plus circuler à 2 mètres par seconde. On est plus aux alentours des mètres par jour. Donc très très faible vitesse, plus pore extrêmement fin, le nombre de Reynolds est inférieur à 1.
le fluide est forcément laminaire. Ça veut dire qu'en microfluidique, peu importe le fluide qu'on va manipuler, que ça soit un gaz ou un liquide, le flux est laminaire, on parle même de rampant. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour tout un tas d'applications, car les fluides vont s'écouler sans perturbation. Et quand on descend au niveau microscopique, en plus d'avoir un flux laminaire, d'autres forces prennent le dessus pour faire bouger ou non les fluides, comme les forces de surface, la capillarité, ou des trucs plus obscurs comme la diffusiophorèse. J'en parle après. Par exemple, on peut créer des micromodèles qui créent des gouttes d'huile et les transportent dans de l'eau sans qu'elles se mélangent entre elles. Un truc impossible à faire à l'échelle macroscopique, ou alors dans des conditions très particulières. On peut aussi manipuler avec une extrême précision une quantité infime de produits. Et on peut même automatiser ça sous la forme de micro-circuits, avec des micro-canalisations et des micro-capteurs pour faire des micro-trucs. Et d'ailleurs, je pourrais juste prendre une micro-cuillère de beurre de cacahuète. Bon, éloignons ça, c'est le mal. On a développé des tests PCR microfluidiques, qui sont des circuits intégrés, comme des puces électroniques, sauf que ce ne sont pas des circuits électriques, mais des circuits de fluide. On le devine, les applications de la microfluidique sont très nombreuses. La biologie moléculaire, pour trier et analyser les molécules, la détection d'armes chimiques ou biologiques, les têtes d'imprimantes jet d'encre, le mélange de quantités infimes de produits, etc., etc. En géologie, l'utilisation de la microfluidique est beaucoup plus récente, et l'idée est d'utiliser les méthodes de fabrication pour pouvoir concevoir des circuits qui vont simuler ce qui se passe dans le sol. On ne cherche donc pas à construire des micro-laboratoires, mais à mieux comprendre le comportement des fluides en réalisant des expériences en milieu contrôlé. Parce que c'est difficile de voir ce qui se passe à travers la roche, et c'est tellement complexe qu'il faut simplifier. Alors bon, ça ressemble à quoi? À ça. Enfin, il y a différentes formes, hein, mais on va commencer par la plus commune. Les micromodèles étant petits, c'est le but, hein, on ne peut pas sortir son Dremel et tailler ça dans un bout de plastique. Il faut pouvoir en créer facilement, et en série, de préférence. La première technique consiste à utiliser un wafer. Vous avez peut-être remarqué dans mes vidéos ce truc rond là, ici. C'est un wafer, c'est la plaque sur laquelle sont gravées les puces électroniques. Celui-là, je l'ai acheté sur internet, sur AliExpress, et c'est un tout petit wafer comparé à ce qu'on utilise par exemple pour faire les processeurs. Si je me souviens bien, sur celui-ci, ce sont des capteurs CCD, donc chaque carré est un capteur CCD, et à mon avis, c'est pour des caméras de très basse résolution, genre du 320p en noir et blanc, donc vraiment quelque chose de très basique. Le wafer est ensuite découpé, ce qui donne des die. Chaque die est intégré dans un boîtier en plastique pour créer une puce électronique. Si vous voulez voir comment c'est foutu, je vous conseille la chaîne Deus Ex Silicium qui inspecte les circuits au microscope. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est passionnant. Et bon, vous me connaissez, quand je visite un truc, je fais les poubelles, et cette fois-ci, j'ai ramené un wafer qui sert à mouler les micromodèles. Il était à la poubelle parce qu'il est fendu là. Le silicium, ça casse comme du verre. Le wafer est utilisé comme moule. Ici, les micromodèles sont très simples, c'est des séries de pores en parallèle. Les grosses zones aux extrémités sont là où on va injecter et récupérer les fluides. L'expérience se passe entre les deux. On place le wafer dans une coupelle et on coule dessus un polymère spécifique, le polydiméthylsiloxane, qu'on va appeler PDMS, comme tout le monde, c'est pas la peine de se la péter. La particularité de ce polymère est d'être très transparent et de laisser passer tout un spectre lumineux pour l'observation au microscope. Une fois sec, on le décolle du wafer, on le découpe et on colle le morceau de PDMS sur une plaque de verre. L'avantage de cette technique, c'est qu'une fois qu'on a le wafer, on peut mouler autant de micromodèles qu'on veut. Enfin, du moment qu'on ne le fend pas en deux, bien sûr. Mais le PDNS ne supporte pas les fortes pressions ou les températures un peu élevées. Le laboratoire peut donc utiliser des micromodèles sur plaque de verre. Cette fois-ci, c'est fabriqué par une entreprise, c'est plus cher, mais c'est plus résistant que le PDMS. Le micromodèle, ici une plaque de verre gravée, est ensuite installé sur un des microscopes du laboratoire. Le fluide est mis en mouvement par un pouce seringue, ici l'eau est injectée à 0,001 ml par minute. Heureusement qu'on n'utilise pas ça à l'apéro parce qu'il faudrait 5 mois et demi pour remplir un verre. Ouais, compliqué quand même. Pourtant, si on regarde ce qui se passe dans le micromodèle, la circulation de l'eau est tellement rapide qu'on est obligé d'utiliser une caméra haute vitesse, ici aux alentours des 100 images par seconde. En fait, tout dépend de l'expérience. Ça peut être très lent au point qu'il faut filmer pendant des heures, à des phénomènes tellement rapides qu'il faut filmer à haute vitesse. L'eau est filtrée avant l'injection parce que la moindre particule peut tout boucher, et pour la voir circuler au microscope, vu que l'eau est transparente et on verrait pas grand chose comme ça, on y ajoute des microbilles de polystyrène. C'est les petits points noirs que vous voyez ici. Ces billes ont la même densité que l'eau et donc ne modifient pas le comportement des fluides, même si l'accumulation à certains endroits peut poser des problèmes au bout d'un moment. C'est un compromis à faire. Dans la roche, les pores vont former un réseau extrêmement complexe, et 3 éléments vont mettre en mouvement les fluides. Les différences de pression, par exemple s'il y a un pompage d'un côté, la pression va diminuer localement et le fluide va se mettre à bouger. La capillarité qu'on peut observer avec un sucre et du café. Café.
Et enfin, la troisième force qui fait bouger les fluides dans la roche, c'est la gravité, qui joue à l'échelle macroscopique. Les fluides se déplacent verticalement dans le réseau de pores. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas expérimenter avec la gravité en laboratoire, les micromodèles sont trop petits. On va donc jouer sur les forces capillaires et les différences de pression, ou forces visqueuses, parce qu'on est en flux laminaire, donc c'est la viscosité du fluide qui prend le dessus. Pour illustrer ça, voici un circuit tout simple. Deux séries de micro-réservoirs reliés entre eux. Le réseau est rempli d'eau au début de l'expérience, puis on y injecte de l'huile. Le but de cette expérience toute simple est de voir comment l'huile prend la place de l'eau en fonction de la vitesse à laquelle on l'injecte. Quand on applique une différence de pression importante, c'est la viscosité qui est la force principale. L'huile prend rapidement la place de l'eau, mais quand on regarde de plus près, on remarque que les réservoirs n'ont pas totalement été remplis d'huile. De l'eau reste piégée. Maintenant, regardons la même expérience, mais avec une différence de pression plus faible. On remarque que le remplissage est beaucoup plus lent, et là ce sont les forces capillaires qui prennent le dessus. Le remplissage se fait par saut, entre guillemets, et un seul des deux canaux est rempli. Ce sont les forces capillaires qui sont plus importantes que les forces visqueuses. À chaque réduction de diamètre, la force capillaire domine et empêche le fluide de s'écouler, jusqu'à ce que la pression soit trop forte et la cavité est envahie d'un seul coup. La seconde rangée de cavités n'est pas remplie, car les forces visqueuses ne sont pas suffisantes pour vaincre la capillarité à cet endroit. Mais on remarque qu'avec cette méthode, l'huile prend toute la place dans la cavité, il ne reste pas d'eau. Et cette observation est intéressante, car ça veut dire qu'en trouvant le bon équilibre entre les forces capillaires et visqueuses, on pourrait maximiser le remplissage d'un réseau de pores. Voici ce que ça donne. Les deux rangées remplies parfaitement. Alors bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ces trois expériences servent à quoi? Eh ben avant d'aller plus loin, il faut préciser que l'huile injectée pour remplacer l'eau dans cette expérience a une viscosité équivalente à du CO2 supercritique. Je vais expliquer ça le plus simplement possible. On parle souvent de stockage de CO2 dans le sol. Donc par exemple, on va capturer du CO2 en sortie d'une centrale au gaz et on va injecter ça dans le sol. Les conditions de pression et de température dans les réservoirs géologiques sont au-delà du point critique du CO2. Et le CO2 se comporte comme un fluide visqueux. En fait, c'est pas un gaz, c'est pas non plus un liquide, c'est un gaz liquide, c'est entre les deux quoi. C'est ce qu'on appelle l'état supercritique. En microfluidique, il est difficile de reproduire les conditions dans un micromodèle pour avoir du vrai CO2 supercritique. La pression est trop importante, c'est trop compliqué. Pour certaines expériences, on simplifie en utilisant des fluides ayant une viscosité équivalente, comme ici avec de l'huile. Pour revenir à ces trois petites expériences, on a un exemple d'application concrète de la microfluidique en géologie. En comprenant comment deux fluides de différentes viscosités interagissent dans les pores, on établit des modèles mathématiques qui permettent, par exemple, de connaître à quelle pression et débit il faut injecter le CO2 pour maximiser le stockage dans le sol, en remplissant bien tous les pores. Et donc on pourra mettre encore plus de CO2 dans une couche géologique. Alors oui, on pourrait se dire que ok, mais dans la vraie vie véritable, le sol n'est pas fait de micro-réservoirs parfaitement alignés comme ça. Mais il faut garder en tête qu'on cherche d'abord à cerner les phénomènes avant de monter en complexité. Par exemple, l'expérience que j'ai pu filmer utilise un micromodèle qui reproduit la structure poreuse du grès. Et au microscope, on retrouve les microbilles de polystyrène qui permettent de suivre le mouvement de l'eau, et on remarque que malgré le fait qu'on a rempli le modèle, il existe des zones où il n'y a pas d'eau. Des sortes de bulles où l'eau n'est pas présente avec une accumulation de billes autour. On peut aussi voir des expériences dans différentes conditions d'injection. Pour cette expérience, en pointillé, on voit que l'huile ne rentre quasiment pas dans la zone. Alors que ici, l'huile envahit bien la zone à l'exception de certains endroits. Et dans cette expérience, on voit que l'huile forme des gouttes qui se baladent dans le réseau de pores et vont finir par boucher certains endroits. Là, je vous montre du transport de deux fluides de viscosité différentes, mais on peut étudier l'interaction entre un liquide et un gaz, ou encore entre plusieurs liquides et plusieurs gaz, si on aime les défis. Mais bon, nous on voit des choses simples, c'est déjà pas mal. Mais comme ça ne suffit pas, le sol réagit aussi aux fluides. Par exemple, certains minéraux vont se dissoudre ou se précipiter dans un fluide plus ou moins acide. On appelle ça du transport réactif. Le fluide fait interagir l'environnement dans lequel il évolue. Ici, par exemple, on a la simulation de la dissolution d'un grain de calcite. On remarque la création de bulles tout autour. Et voici l'expérience réelle correspondante. Le grain se dissout en créant des bulles de CO2. Ces bulles vont modifier les propriétés du fluide, propriétés qu'on peut connaître par des mesures électriques. C'est l'objet de la recherche ici, avec des électrodes le long du micromodèle pour prendre des mesures. Le grain est placé ici. Il faut plisser des yeux, mais il est là. Bon, jusqu'ici, je me suis concentré sur le stockage du CO2, mais un autre sujet intéressant, c'est la pollution des sols. Quand il y a une dispersion de polluants dans la nature, par exemple un accident avec un camion-citerne, on peut récupérer le plus gros en intervenant rapidement, mais une partie des polluants peuvent finir dans le sol et se disperser lentement. Et parfois c'est très lent, au point qu'on découvre la pollution dans les nappes phréatiques des années plus tard.
Quand le polluant s'est dispersé dans la nature, l'extraction directe n'est plus possible, à moins de faire un méga trou de plusieurs kilomètres, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il faut donc passer à un traitement in situ, c'est-à-dire injecter des réactifs directement dans le sol pour gérer le problème. Par exemple, on peut utiliser les zéro-valent iron nanoparticules, ou nanoparticules de fer zéro, bien connues sous l'acronyme NZVI ou NZVI. Moi non plus, j'ai aucune idée de ce que c'est, je sais juste que ça réagit avec les polluants dans le sol, et ça permet de dépolluer. Je pense que ça suffit pour nous. Reste qu'il faut emmener ces réactifs vers les polluants qui sont piégés dans les réseaux de pores, dans le sol. Par exemple, dans cette zone, imaginons que les billes de polystyrène noir soient du réactif qu'on a injecté dans l'eau pour agir sur les polluants piégés dans les réseaux de pores au-dessus. Que je colore en marron dégueu, parce que c'est la pollution, c'est caca. On remarque que l'eau circule très vite en bas, mais stagne proche des poches de polluants. Comment faire en sorte que les réactifs, donc les petites billes, se déplacent là-bas? C'est l'objet du projet Traceit à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, financé par l'Union européenne, qui étudie les méthodes de livraison de particules pour dépolluer. Et l'idée est de contourner le problème en utilisant la diffusiophorèse. On a dit qu'à l'échelle microscopique, certaines forces deviennent plus importantes qu'à l'échelle macroscopique, comme les forces capillaires. La diffusiophorèse est une autre force qui agit grâce au gradient de concentration. Pour faire simple, quand on a un soluté, l'eau mélangée à du sel c'est un soluté par exemple, le sel est dissous dans l'eau. Quand on a deux fluides avec une différence de concentration en soluté et des particules comme les NZVI, une force va s'exercer sur ces particules qui vont les faire migrer vers la concentration la plus forte ou la moins forte, selon les propriétés des solutés et des particules. Si on prend l'exemple précédent, l'eau dans la zone stagnante peut dissoudre les minéraux autour d'elle. Vu qu'elle ne bouge pas, sa concentration en minéraux va augmenter. Le polluant peut aussi diffuser des espèces chimiques dans cette eau, et on peut donc observer une forte concentration dans cette poche. La différence de concentration entre l'eau qui circule et l'eau stagnante permet de faire migrer les particules de NZVI qui finiront par agir sur les polluants. Maîtriser ce phénomène de diffusiophorèse permettrait d'optimiser le transport des éléments dans le sol, pour dépolluer par exemple, mais aussi pour colmater une zone, pour qu'elle reste étanche. Si on prend un réservoir de CO2, on a une zone poreuse qui sert de stockage, et une zone au-dessus qui est une couche géologique étanche. Un peu comme les réservoirs géothermiques que j'expliquais dans ma vidéo sur la géothermie. Avec la diffusiophorèse, on peut cibler les zones où la couche étanche se dégrade, car elle répand des éléments dissous et donc crée un gradient de concentration. Les possibilités de la microfluidique pour mieux comprendre le fonctionnement du sous-sol et pour développer de nouvelles techniques de stockage, d'extraction ou de dépollution sont nombreuses, et je vous ai montré que quelques exemples concrets d'application de ce champ scientifique assez jeune. À partir de modèles simples, on met en équation le mouvement des fluides, puis on monte en complexité avec des micromodèles imitant la structure réelle de la roche. À partir de là, on arrive à faire des simulations informatiques pour anticiper le comportement du sous-sol, ce qui permet de développer ou d'améliorer des technologies. Le potentiel est énorme et j'espère que je vous ai fait comprendre pourquoi. Je remercie Sophie pour ses explications et la relecture du script. C'est un univers que je ne connaissais pas du tout, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu et que j'ai réussi à vous faire comprendre quelques trucs. Cette vidéo a été coordonnée par PlayAzure, merci à Brice et à toute l'équipe pour ce partenariat. Le RC Traceit est un financement de l'Union européenne, et les personnes qui ont travaillé sur les différentes expériences que nous avons vues sont créditées dans le générique. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Pas tant que ça, du beurre de cacahuète.